Vous êtes dans la lutte? Oui, oui. Êtes-vous lutteur? Non, non, non. Entraîneur? Arbitre? Vous êtes dans la lutte? Vous êtes dans la lutte? Ah, cette bonne vieille chanson de Raw. Les vieux Raw, ça nous rappelle des bons souvenirs. Mesdames, messieurs, bienvenue à la première émission de Vous êtes dans la lutte. L'épisode 1, ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça. Notre propre podcast de lutte. Mon nom est Mathieu Chevalier et avec moi, mon comparse de tous les instants, Marc-André Drouin. Marc-André, comment ça va? Ça va super bien. Toi, on vient de passer, je crois, un bon Noël. Tu passais un bon Noël? Bon, on va faire semblant qu'on se l'ait pas dit puis qu'on se connaît pas puis qu'on n'est pas tous les deux dans le même logement. Oui, ça a bien. Je veux dire, je connais pas mal tout ce que tu vas me dire, mais écoute, on va faire semblant. Non! Ouais, exactement. Ben moi, je parlerais plus de lutte que de Noël. On va parler de la dernière année, de ce qui s'est passé dans la lutte. Plus WWE, mais on va quand même survoler TNA puis ROH parce qu'il y a peut-être des fans de d'autres fédérations que la WWE. Puis avec l'année, avec des hauts et des bas qu'on a eu de la WWE, moi, je te dis que c'était pas les meilleurs moments de lutte, disons. Non, exactement. On a eu, écoute, l'automne cet automne, la WWE nous a donné quelque chose de minable. Donc, on s'est tourné pas mal vers la TNA et la ROH pour voir des matchs de qualité et on a été servi. Marc-André, je viens de recevoir un premier courriel d'un premier fan qui nous dit « Vous êtes qui vous autres, esti? Pourquoi vous polluez les ondes? » C'est signé Jimmy Jabroni. Je sais pas si tu veux répondre. T'as présenté un peu, ça va ton background de lutte. Ben, Jimmy Jabroni, j'aimerais te répondre qu'en fait, moi, j'ai déjà fait partie d'un épisode de la célèbre émission FN Lutte Radio qui n'existe plus présentement pour des raisons très obscures. On fera une enquête là-dessus. On demandera à Sherlock Holmes, en fait, Santino Marella, déguisé en Sherlock Holmes, de nous faire une enquête là-dessus. En fait, moi, la lutte, j'écoute ça depuis très jeune. Je me souviens au début, à la fin des années 80, j'aimais beaucoup Hulk Hogan et j'écoutais la lutte en fait avec les VHS ou les bêtas, mais je crois plus que c'était des VHS à l'époque qu'on louait dans les super clubs vidéo, les Coliseum vidéo qu'on appelait les pochettes qui mesuraient 6 pieds par 10 pieds en plastique. Et après ça, j'ai vraiment commencé à écouter la lutte à partir de WrestleMania 11 où on a eu un main event entre Bam Bam Bigelow et Lawrence Taylor. Expliquez-moi pourquoi on finit un WrestleMania avec ça. Je n'ai jamais compris, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et j'ai commencé à écouter la lutte religieusement à partir de ce moment-là. J'aimais beaucoup le Shawn Michaels, qui est mon lutteur à ce jour préféré. Et j'écoutais la lutte jusqu'au début des années 2000. Je tripais beaucoup sur la WCW dans le temps de la NWO et les légendaires matchs de Luchador. C'était excellent. Rey Mysterio, La Parka, Psycho 6, c'était vraiment super spectaculaire à voir. C'était vraiment cool. New World Order. World Order. Et c'était excellent. Puis après ça, quand j'ai découvert la ECW, au début, je tripais pas vraiment parce que c'était bien cheap. On recevait des VHS de ça. C'était cheap. Je trouvais ça pas beau. Mais quand j'ai vu des combats mémorables avec des aisselles, des chaises, des tables, du feu, du barbelé, puis la lutte. Quand j'ai vu que c'était ça pouvait être la lutte, j'ai viré fou. Et ensuite, j'ai arrêté d'écouter la lutte à peu près vers 2001, tanné, blasé des scénarios qu'on me donnait. Et j'ai recommencé en 2010 grâce à un Raw Old School que j'avais écouté et que j'avais bien apprécié. Et depuis ce temps-là, je suis de retour dans le monde de la lutte avec la E, la TNA et la ROH. Vous saurez au cours de ces podcasts quelle fédération je préfère le plus. Et toujours cette lutte-là, je l'écoute depuis que je suis adolescent avec l'animateur Mathieu Chevalier qui va vous parler de lui, de son background à l'instant. Ben, comme il dit, ça fait longtemps qu'on est des meilleurs potes depuis le secondaire. Fait que notre background de lutte il est pas mal semblable. Moi aussi, quand j'étais jeune, c'était en 89-90 que j'ai commencé à écouter la lutte. Avec, je me rappelle, mes galas préférés quand j'étais petit, c'était les Survivor Series, les classiques, parce que c'était des 4 contre 4
de part et d'autre, puis t'as tous tes lutteurs préférés là-dedans, puis quand t'es petit, t'aimes ça des équipes où ce que tu rêves de voir Hulk Hogan avec les Demolition, ou les Legend of Doom, puis Ultimate Warrior, puis les Rockers, tous dans la même équipe, qui affrontent les méchants, puis qui gagnent à la fin, fait que t'es super content, puis tu tripes, tu te bats avec ton frère dans la cave, puis tu prends des oreillers, puis t'as l'impression que t'as une chaise dans les mains, puis tu le cognes sur la tête, puis c'est ça ma jeunesse de fan de lutte. Après ça, j'ai continué à écouter ça. J'ai comme eu un gap parce que j'ai lâché ça. J'ai réécouté ça dans le temps l'Attitude Era. Dans le fond, l'Attitude Era, ça a vraiment été comme bien des fans de lutte. Je pense qu'on a tout raccroché là parce que c'était cool d'écouter la lutte pendant l'Attitude Era. Stone Cold, Steve Austin, Bret Hart, Undertaker, ça y allait au toast, la DX. Puis les Monday Night Wars aussi, c'est sûr, avec la WCW, la New World Order. Quand tu as de la compétition dans la lutte, là, et tabarouette que ça y va. Hein. Comme on a 32 ans aujourd'hui, à l'époque, on était le public cible parce qu'on était les adolescents qui écoutaient ça. Ça nous visait, nous. Oui, exactement. Comme en ce moment, on n'est vraiment pas le public cible. Je sais pas pourquoi on l'écoute encore, mais on se raccroche et on fait un podcast pour toffer la run. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment pour ça qu'on fait le podcast et aussi pour vous entertainer, comme la E essaie de faire et qui fail miserably depuis à peu près l'automne. Oui, c'est ça. Fait que nous autres, on compte bien faire comme la E et failer miserably à vous entertainer. Oui, exactement. Après 15 minutes, ça se peut qu'on arrête. Oui, exactement. L'année 2012 en lutte, moi j'irais directement à l'année 2012. Ça te tente-tu comme de passer l'année 2012 au peigne fin? Non, on va y aller à large. Qu'est-ce qui a été les bons coups? Parce qu'il y en a quand même eu. J'aimerais ça qu'on soit un peu plus positif. Une émission positive parce qu'on veut que l'année 2013 soit cool. On aime la lutte, on lâche pas. On espère tout le temps qu'il y ait un autre pipe bomb. On espère qu'il se passe quelque chose de vraiment cool. Puis dans l'année 2012, il y a quand même eu des moments qui sont mémorables. Je sais pas si tu peux te lancer là-dessus. Ben, le premier point que j'apporterais, c'est en 2012, on dirait que ça a été l'éclosion de tous les anciens de la ROH dans le monde de la lutte. Dans le fond, on a eu CM Punk, son éclosion générale à la E. On a eu Austin Aries, son éclosion à la TNA. On a eu quand même Daniel Bryan aussi, son éclosion à la E. On dirait que tous les anciens de la ROH sont comme devenus les main eventers des grosses fêtes en général dans le monde de la lutte. Ben et oui. ça, je crois que c'est un point positif parce que c'est ce qu'on appelle des lutteurs. Ce ne sont pas des entertainers, c'est des lutteurs. Ils sont là pour donner un match de qualité. Et qu'est-ce qu'on a en plus d'eux? C'est des excellents gars au mic, au micro, qui sont débiles mentales. Je dis, Colin, juste le pipe bomb justement de CM Punk, c'était débile en crise. Je dis, c'était génial. Je pensais rêver en voyant ça. J'avais le goût de broyer. Puis après ça, on a eu Daniel Bryan qui s'est développé, qui est devenu un monstre. Tout le monde disait qu'il était pourri au micro, mais non, il n'est pas pourri. Donnez-y le micro, puis encadrez-le un peu au début. Là, c'est rendu une bête au micro. Austin Aries à la TNA, c'est la même chose. C'est devenu une bête, et je crois que les lutteurs, avec l'ère Triple H qui s'en vient, qui va sûrement remplacer Vincent Kennedy McMahon prochainement dans les hautes sphères, quoique c'est presque déjà fait, là. On va voir peut-être plusieurs lutteurs indie envahir le monde de la lutte, en général, les deux grosses fédérations. Et j'espère que c'est un plus et j'espère qu'il ne leur enlèvera pas à ces lutteurs leur talent, leur moveset et leur attitude. Ouais, t'as raison. Puis en plus de ça, là, ce qui est fou, c'est que quand tu y penses, là, pendant un bout, là, les champions de toutes les fédérations en même temps, c'était CM Punk à AE, t'avais Austin Aries à TNA, puis t'avais Kevin Steen à ROH, champion en même temps. C'est fou. Daniel Bryan, champion de la World Heavyweight. Ouais, effectivement. Fait que tu sais, c'est pour ça, là, c'est vraiment cool. Là. Quand tu dis que c'était un des bodybuilders avant, la mentalité de Vince, là, des gros gars musclés qui sont les rois et maîtres de la fédération, ben, il y a peut-être de l'espoir que ça change à ce niveau-là. Oui, exactement. Et puis c'est ça que j'ai apprécié. Là, en plus, là, avec ce qui vient d'arriver avec The Shield, là, Dean Ambrose, Seth Rollins, puis le troisième... Roman Reigns, j'espère qu'ils vont se développer en solo dans l'année 2013. Je le souhaite. Pour qu'il y en ait plus de lutteurs indépendants qui viennent de la section indépendante de la lutte pour nous donner une année 2013 de lutte. Pas de match slow pace, like Great Khali, puis
puis Big Show, là, je veux de la lutte. Moi, je veux des matchs de lutte de qualité qui durent 20 minutes. Là. Ben, ça risque de s'en aller vers ça. En tout cas, j'espère, parce que, tu sais, quand tu penses à ça, le End of an Era, c'était pas pour rien que ça s'appelait comme ça, hein. Tu sais, il marquait vraiment au fer blanc de... Les anciens gros gars, tu sais, oui, c'était le hardcore, c'était la fin un peu de l'attitude era d'une certaine façon, mais moi, j'ai vu ça aussi d'une façon où c'est la fin, ça peut être la fin des gros gars bâtis. En tout cas, j'espère. Ryback me fait mentir, puis ces gars-là, mais j'espère qu'ils vont s'en aller vers un petit peu plus de lutte, un petit peu plus de bons matchs, de prendre un petit peu plus de risques aussi, parce que ce qui est plate, là, c'est qu'en ce moment, là, Christ que c'est boring. Sérieusement, là, par bout, là, c'est de rire du monde. Les pay-per-view, là, nous autres, on va être francs, là, la plupart du temps, les pay-per-view, on les commande pas live, à part les gros, ou quand ils réussissent. En fait, c'est qu'on est tout le temps super primé à les commander live. Si tu me le vends bien, là, on va le payer, ton pay-per-view. On va le payer, c'est sûr. On est une gang d'amis, on a le goût de voir de la lutte en gang, puis on aime ça. Mais la plupart du temps, c'est booké tout croche. Ils réussissent pas à nous vendre les cartes. Puis les matchs sont pas bons. Les matchs sont boring. Les gars sont capables de faire bien plus que ça. Puis ils sont vraiment tout le temps sur le pilote automatique. Ils se freinent. Puis je veux bien croire que tu protèges ton roster, mais à un moment donné, là, c'est parce que si tu nous donnes rien, nous autres, on ne le paiera pas ton gars-là, puis on t'en donnera pas de l'argent. Là, puis exactement, puis j'ai l'attitude de certaines personnes avec qui que je parle qui disent ils n'ont pas le choix de donner ces matchs-là, ils veulent pas se blesser, puis c'est la PG era, puis tout ça. Écoute, c'est pas ça de la lutte. Si t'es pas capable de nous donner ça, ferme-la ta Fed. C'est comme la Ligue nationale de hockey en ce moment qui est en grève. Si t'es pas capable de nous donner quelque chose de bon, ferme-la, va-t'en. On veut plus te voir. Moi, là, la E, c'est pas capable de me donner de quoi de qualité. Là. J'aime mieux qu'elle ferme puis qu'on n'entende plus jamais parler. Moi, je veux être le public cible. Ils sont pas capables de me donner ça. Je trouve que c'est leur problème. Ben, les enfants, là, ils n'ont pas d'argent dans leur portefeuille. Là. C'est pas eux qui doivent viser. Je sais pas pourquoi ils font ça, puis je le comprendrai jamais. Ben c'est surtout que c'est un discours à deux sens, c'est-à-dire que ils visent les enfants, mais Raw, ça joue, là, c'est rendu à 8h, mais ça joue à 9h le soir, 10h le soir. Tu sais, à un moment donné, là, c'est comme le kid, es-tu vraiment comme debout à regarder Brodus Clay à 10h30 le soir? Ben j'étais non. couché à cette heure-là à 8h. T'es couché hier à cette heure. Oui, c'est ça. Je me suis couché hier à cette heure-là, à 8h. Non, mais je comprends. Le monde, ouais, mais tu devrais comprendre les sponsors et tout ça. Ils n'ont pas d'affaires à runner rien, eux autres. Là. Arrêtez avec ces excuses-là. La lutte, c'est un sport. Attends, c'est pas un sport. Oui, c'est sportif. C'est un divertissement sportif de combat. C'est pas du ballet jazz, là, Chris. Là. C'est supposé être spectaculaire, violent et entertaining, puis athlétique, puis tout ça. C'est pas supposé on va arriver. Comme je vais être franc avec vous, j'ai pas écouté le Raw du 24 janvier parce qu'on me l'a fortement déconseillé par votre animateur, parce que lui, il l'a écouté, il a réussi à le toffer au complet, et je comprends pourquoi que quand je suis arrivé, il y avait la corde au cou. Non, mais je veux dire, t'as fait au complet. Premièrement, j'ai avancé toutes les recaps du Père Noël qui se faisaient ramasser par Alberto Del Rio. Fait que déjà là, tu skippais 1 heure du show. Puis c'est ça. John Cena, il a eu des beaux petits cadeaux de Noël là, qui a crissé sa tête à Del Rio. Puis c'était pas mal ça qui s'est passé. C'est sûr que c'est une émission du temps des fêtes. Fait que tu sais, faut que tu laisses passer. Là, il pre-tape en plus. Tu peux pas avoir grand-chose qui se passe là. Mais effectivement, tu te rends compte en regardant cette émission-là que on n'est pas le public cible en ce moment. Puis c'est très maigre ce qu'ils nous donnent à nous autres, les adultes, fans de lutte, qui l'ont toujours été. Tu sais, dans les derniers mois, là, on a eu bien de la misère à se raccrocher parce que, à part CM Punk puis Paul Heyman, puis à part le fait qu'on tripe sur Dolph Ziggler puis qu'on a hâte qu'il soit champion, puis il n'y avait pas grand-chose. Là. Antonio Cesaro, mais tu sais, hey, même Team El No, là, au début, moi, ça me faisait rire au bout, là, leur niaisage, mais là, c'est rendu que j'ai tellement hâte que Daniel Bryan il revienne seul parce que c'est rendu, comme la E fait souvent, il pousse une idée tellement loin puis tellement répétitif que ça devient insupportable. Puis en ce moment, là,
le Team Elno, là, ça m'énerve en esti. Ben, c'est pas pour rien qu'on s'est tourné vers la TNA puis la ROH à partir du mois d'août environ, beaucoup plus. Ils nous donnaient des matchs de luxe. Ah, puis bizarrement, leur storyline était bonne. Bizarre, hein, ça? Mais le monde à qui je parle en général sur les talkbacks ou des forums, ils ne voient pas ça, eux autres. Eux autres, j'ai l'impression qu'ils vivent d'un siècle que je ne suis pas et que c'est pas si grave que ça si Ryback bat CM Punk et scrap son 400 jours de champion. Non, c'est pas même ça marche. Arrêtez de vivre avec des lunettes roses. Là. Moi, ce que je veux, là, c'est de la Christie de bonne lutte et j'espère que 2013 va être écœurante à ce niveau-là. Et toi, Mathieu, à part, dans le fond, la montée en flèche des lutteurs indie et de la End of Era, qu'est-ce que tu as aimé en 2012? C'est quoi que tu as vraiment trippé? Ben, il y a une couple de matchs là, qui me viennent à l'esprit. Vite de même, ben, il y a le End of an Era, c'est sûr. Le Triple H Undertaker avec Shawn comme arbitre, c'était, je veux dire, c'est mémorable là, comme match. C'est sûr que tous ceux qui ont regardé la lutte dans ces années-là, en plus, il y avait vraiment beaucoup d'émotions dans ce match-là. Puis, je me rappelle, ce gars-là, on l'avait écouté en gang. Puis, il y avait un non-adepte de la lutte qui était là avec nous autres. Puis, tous les matchs dans la soirée, il était bof. Il n'était pas vraiment intéressé. Mais ce match-là, tu as vu que tout d'un coup, il avait les yeux rivés sur l'écran. Puis, c'est des super bons storytellers, ces trois gars-là. Shawn Michaels, les reaction shots qu'il avait comme arbitre, ça valait $1 million. C'est un match de lutte, là, ça n'a pas besoin nécessairement d'être rapide ou d'être over the top. Ça peut juste être bien raconté dans l'acting des gars puis dans comment ils sont dans le ring. Puis une bonne histoire bien racontée, ça va donner un match écœurant. Tu mets un ou deux near fall, puis tu construis bien ton arc de match, puis ça va être. C'est sûr et certain que tu embarques. Oui, moi je me souviens, on était ici, puis on capotait. Déjà là, c'était 3 anciens lutteurs qui viennent de l'Attitude Era. C'était Undertaker pour son 20-0. Et tu avais Triple H qui se disait, cette fois-là, je vais être capable, je pense. Je vais être capable. Et non, c'était tout un LNSL. Probablement un des très bons qu'il y a eu, LNSL qu'il y a eu à vie. Oui, égalité avec Ryback contre Punk. Qui était oui. Écoute, ça, c'était... je ne veux même pas en reparler. Je veux l'oublier, cette affaire-là. Tu peux pas finir un LNSL avec un low blow. Je veux dire, il y a une règle, je pense, écrite, là, mais je pense qu'ils l'ont pas lu. Tu sais, le LNSL, il a duré à peu près 8 minutes, là, celui de... Ouais, c'était vraiment mauvais. Puis l'année 2000, tu sais, quand on parle de l'année 2012 en lutte, quoi de mémorable? Tu sais, depuis tout à l'heure, on chiale beaucoup, mais il y a quand même eu des choses à la E qui ont fait qu'ils nous ont hooké tout de suite. Le retour de Brock Lesnar au Raw d'après WrestleMania. Marqué comme ça, écoute, on s'attendait pas à ça. Ça avait pas été coulé. Tout le monde capotait, puis écoute, je me souviens, la foule était en feu. Nous autres ici, on était juste deux à écouter Raw ce soir-là, puis on capotait, on n'en revenait pas. Ça closait tout un Raw. Puis c'est des moments comme ça qu'on veut voir souvent. Ouais, j'aimerais ça que ça arrive un petit peu plus souvent que juste une fois par année. Tu sais, la E sont vraiment rendus comme très, très, très... Ils mettent l'emphase sur WrestleMania, ils l'ont toujours fait, là. Mais on dirait que WrestleMania, c'est un super événement. Puis tout le reste de l'année, c'est so-so, là. En tout cas, dans les derniers mois, là, c'était particulièrement terrible, j'ai trouvé. Là, les 2 derniers. Le TLC était bon, là, mais les 2 pay-per-views d'avant, là, tabarouette, man, ils ont failli nous perdre. Là, oh oui, ils ont failli nous perdre, comme j'avais déjà dit. C'est 1-2, puis l'arbitre n'est pas loin d'avoir sa main sur le plancher, puis moi, j'abandonne la E, là. Puis là, Survivor Series arrive, on fait bon, on n'était pas trop dedans. Puis là, le Shields arrive, puis là, j'ai fait, je peux pas arrêter ça là. T'as Seth Rollins, puis t'as Dean Ambrose. Ils savent, ils sont manipulateurs en crise, ils savent, ils donnent des nananes aux fans d'Internet. Parce que les fans d'Internet, c'est pas les mêmes que les fans là-bas. T'sais. Souvent, nous autres, on tripe sur des gars qui n'ont pas nécessairement des réactions avec le grand public qui vont voir les événements, le public cirque. Si on veut, là, du monde qui vont voir ça une fois par année puis qui prennent pour les bons puis qui s'en contre Chris, là, du kayfabe, si on veut. Puis la majorité du WWE Universe qui se rendent au PPV, qui se rendent au Raw. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, il faut que tu as quand même un fanbase de monde qui connaissent ça puis qui aime ça.
Puis c'est à nous autres qui font plaisir quand ils amènent le Shield puis qui push de même, ça c'est sûr et certain. Puis c'est pas pour rien que Punk est encore champion, dans le sens que si Punk est plus champion, là, on a bien moins le goût d'écouter Raw. Là. Oui. Nous autres. Oui, exactement. Là, il y a des gens qui disaient que si ça va mal à la E, c'est depuis que Punk est champion. Ça n'a aucun lien. Là. Si vous voyez un lien là-dedans, là, c'est parce que vous rêvez, vous n'êtes pas sur la même planète que moi. Là. Punk, en ce moment, il donne quelque chose que j'adore et qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Punk en heel, ça a toujours plus fonctionné que Punk en face, premièrement. Puis avec Paul Heyman à ses côtés. Le règne de CM Punk de 400 jours, c'est un des faits les plus mémorables de 2012 et je dirais peut-être même des 10 dernières années. Ah ouais, ça c'est pour ça, là, c'est fou raide. Là. Mais CM Punk, c'est un peu dommage, par exemple, parce qu'on dirait qu'il est comme. Si tu prends son année, mettons, de champion, tu penses aux feuds qu'il y a eu, puis on dirait qu'il n'y a comme pas eu de. On dirait que les feuds, ils ont comme tout été des coïts interrompus, si on veut. Tu sais, la feud contre Jericho était vraiment hypée. Elle a pas. Elle passe pas à l'histoire, genre, cette feud-là. Il n'y a comme pas eu le 5-star match qu'on voulait dans cette feud-là. Sa feud contre Daniel Bryan, c'est un orgasme de nerd d'Internet puis de fans de lutte, ça, d'avoir Punk contre Bryan. Les matchs étaient excellents, mais on dirait que là, ils ont mis AJ Lee dans l'histoire. C'était bon, là, mais on a comme pas eu la rivalité, le 5-star match qu'on voulait entre ces deux-là aussi. Puis là, ben là, avec la blessure de Cena, ce qui était supposé probablement faire la grosse rivalité encore Punk-Cena, qui était probablement supposé durer jusqu'au Rumble. Mais là, il a fallu qu'ils sacquent Ryback dans le tas. Ryback, ils l'ont poussé trop vite. Punk se blesse. On dirait c'est comme dommage parce que CM Punk en champion, là, il est excellent. Là. Puis on dirait qu'ils n'ont personne d'autre. Ils se sont rendus compte, dans le fond, qu'il y avait rien qu'un top face. Puis là, quand il s'est blessé, Cena a fait « Oh fuck, il n'y a plus personne qui peut affronter Punk. Il n'y a plus personne qui est logique qui va affronter Punk. » Ils se sont rendus compte de leur système de pushage de gars, de comment il n'y a personne de over dans cette fête-là. Tout le monde est des jobbers, à part les deux main eventers Puis bizarrement, dans nos têtes, des gars comme Antonio Cesaro pourraient se battre contre Punk tout de suite puis donner des matchs mémorables, mais ça ne marche pas de même dans leur tête. Là. Ben non, vraiment pas. Puis c'est parce qu'ils ne pushent pas. Ils ne pushent pas pour que ça fonctionne dans nos têtes. Je veux dire, il y a moyen de faire des histoires et des storylines pour rendre le monde crédible, puis de pas nécessairement toutes les faire tout le temps perdre, se faire écraser par des gars. Tu sais, c'est comme le Big Show. Tu sais, je me rappelle, mettons, du Big Show quand il me semble qu'il y a eu un épisode, peut-être ça à SmackDown, parce qu'il avait sacré une volée à toute la division tag team d'une shot, tu sais. Puis c'est comme. Oui. Tu sais, c'est comme, tu essaies de bâtir une division tag team et de mettre des gars crédibles, de nous les rendre crédibles. Parce qu'il y a bien du monde qui vont dire, j'en ai rien à crisser de la division tag team. Puis, Epico Primo sont plates. Puis, il y a plein de gars qui sont les primetime players, je m'en sac, puis tout ça. Mais pourquoi qu'on s'en sac, c'est qu'ils nous les rendent pas. Ils font pas des bonnes histoires avec eux autres. Puis, ils nous les rendent pas crédibles. Puis, si t'as un gars comme Big Show qui arrive, puis qui, à une main, est capable de saccager une division tag team. Ben, la division tag team, là, sérieusement, elle n'a aucune crédibilité. Puis tu fais comme, c'est tous des jobbers. C'est ça que tu te dis, là. Exactement. Et de toute façon, pour peut-être mettre une petite parenthèse à ça, toutes les choses qu'on n'aime pas, justement, de la lutte et de la E en ce moment, plus tard dans le podcast, on va parler de qu'est-ce qu'un peu serait notre fait avec ce qu'on souhaite en 2013. Qu'est-ce que notre fédération de rêve aurait comme règlement ou comme façon de booker. Ça m'a toujours. Je me suis toujours dit, asti que j'aimerais ça avoir 1 million à donner à McMahon, je veux souper avec toi. Puis j'ai tellement de questions pour toi, de pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Ah, parce que des fois, là, je me demande. À chaque fois qu'il arrive quelque chose que j'aime pas, je regarde Mathieu puis je dis je veux des explications immédiatement. Puis je sais que je les aurai pas, là, parce que j'ai pas 1 million. Là. Mais hey boy, j'aimerais ça avoir des fois, je veux des explications de booking. C'est booké tout croche. Là. Ah, ça c'est sûr que c'est ça qui est déprimant là, la plupart du temps. Puis
tous les fans de lutte, la plupart des fans de lutte Internet, j'ai l'impression qu'ils pensent de la même façon. Je pense pas qu'en ce moment, peut-être qu'en ce moment, là, il y a un petit regain parce que là, il y a le Rumble qui s'en vient, puis c'est tout le temps la meilleure période de l'année. Ouais, le retour du rock. Il y a bien de l'effervescence en ce moment. Mais si bol qu'il faut s'accrocher par bout. Là. Les Rock 3 heures, là, je sais pas si c'est une bonne idée finalement, ça. On va en parler tantôt de ça, les Rock 3 heures, justement. Puis, tu sais, une des raisons aussi pourquoi on essaie de s'accrocher, mais en même temps, dans une fédération indépendante qui s'appelle la ROH Ring of Honor, il y a un Québécois qui est champion, Kevin Steen. Ce gars-là, au micro, que ce soit en anglais ou en français, c'est ma découverte de l'année. Ce gars-là, c'est une bête de lutte. C'est une bête de lutte et d'entertaining. Il m'a fait redevenir en amour avec la lutte. Il a donné des combats mémorables. Tout récemment, au gala qui s'appelle Final Battle, qui est comme le WrestleMania de la ROH, il a donné un match. Le main event, c'était 2 Québécois qui s'affrontaient. El Generico et Kevin Steen dans un ladder war match. Je vous dis, là, fans de lutte, là, ceux qui aiment les matchs, écoutez ce match-là et essayez de venir me dire après, c'est pas ça de la lutte. Je pense que je vous égorge vivant. Le finish de ce match-là. De l'empilage d'échelle, tu dis? C'est... Le monde qui dit, il y a des matchs avec des GS, c'est pas des matchs. Ben écoute, la lutte, il faut que tu aies de tout. Si tu mélanges tout ensemble, là, c'est écœurant. Moi, je vous le conseille, ce main event-là. Je vous le redis, là, ROH Final Battle 2012, Kevin Steen contre El Generico, c'est magique. Et en plus, la ROH en ce moment, nous, on a recommencé à écouter la ROH dans leur mauvais moment, ça a l'air. On a appris ça, puis c'est débile mental. Fait que j'ai pas hâte de voir qu'est-ce que c'est dans leur bon moment. J'ai réécouté un peu ces temps-ci le DVD Summer of Punk, qui est le Punk quand il main eventait à la ROH. Et on a écouté aussi sa feud contre Samoa Joe. Écoute, c'est ça de la lutte. C'est carrément ça de la lutte. Des matchs d'1 heure qui ne sont pas supposés, c'est pas des Iron Man matchs. Là. C'est des matchs que finalement ils durent 1 heure puis ils t'en donnent 2 en l'espace de 6 mois, dont un là-dedans qui est un 5-star match. Le monde qui vont me dire que Samoa Joe puis CM Punk in-ring, c'est pas des bons lutteurs, allez vous coucher, je pense. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée de qu'est-ce que t'aimes dans la lutte. T'sais, il y a des gens qui ont toujours aimé de la lutte, puis à la limite, ce qu'on aimait de la lutte quand on était petit, en tout cas pour ma part, c'est des gros gars qui sont plus gros que nature, des super-héros. T'sais. Des Hulk Hogan, puis des Andre the Giant, puis des personnes qui sont impressionnants à voir. Puis il y en a qui aiment... Puis Ultimate Warrior, puis il y en a encore qui aiment ça, là, qui trippent sur des Batista, puis qu'il ne s'est jamais rien fait de mieux que ça. Là. Mais il y en a aussi qui aiment ça, avoir des moves, puis avoir de la vitesse, puis avoir... en tout cas, moi, c'est ça que j'aime dans la lutte. Moi, ce que j'aime le plus de la lutte, c'est des bons matchs de lutte. J'aime ça. Quand en plus, tu es capable de raconter une bonne histoire, là, tu as le package au complet. Mais avoir une histoire mauvaise puis un match mauvais, pour moi, ça va tout le temps être... ça va tout le temps passer en dernier. Ça va tout le temps être... C'est terrible, c'est cheesy. C'est comme regarder un mauvais film romantique poche. Là, tu fais comme « Come on! » là. Ouais. Ça s'est vu 1 milliard de fois, puis je peux pas croire que t'écris encore le même film, je peux pas croire que t'écris encore la même histoire. Pense un peu, là, puis mets une twist, mets quelque chose, s'il vous plaît. Là. Ben ça, pour revenir un peu à Kevin Steen, à la ROH, Kevin Steen, ceux qui ne le connaissent pas, je vous suggère d'aller voir ses promos sur YouTube ou de voir ses matchs. Le gars, il n'a pas la shape d'un lutteur, il n'a pas la shape d'un Randy Orton, c'est pas pantoute ce que vous pensez. C'est un gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2, il pèse peut-être 270 livres. Il n'est pas shapé comme un lutteur, mais il est capable, bizarrement, il est capable de faire des 450 splash à cette grosseur-là. Tu sais, juste donner une petite idée que c'est pas vrai parce que tu mesures 6 pieds 4 puis tu pèses 230 livres, 250 livres que tu n'es pas capable de faire des moves spectaculaires. C'est qu'à l'AE, il arrive à l'AE avec 150 moves puis il le réduit ça à 5. C'est ce qui fait des matchs un peu boring. Là. Randy Orton, dans un ring, oui, il est flawless. Il ne botche pas de move, mais il y en a juste 5. Il y en a juste 5 ou 6, puis il est capable de les faire. Il n'innove pas, puis il ne prend pas de risque. Fait que c'est sûr qu'un ring, il ne botche pas. Il ne prend pas de risque. C'est comme quand tu vois des matchs avec des
des gars comme, je sais pas moi, Austin Harris contre Jeff Hardy à TNA, il va y avoir 160 000 moves dans le match. Oui, il va en avoir peut-être un ou deux boches qui ils ont raté, mais Chris, ils prennent des risques, Alice. Je veux dire, il jump, c'est la troisième corde, puis il se calisse en bas du ring à l'extérieur en faisant 3-4 flips. Mais c'est prendre des risques. Puis des risques, c'est pas rien que dans des high-flying moves, là, c'est de changer tes séquences, puis de faire des beaux counters, puis de changer tu sais, t'es pas obligé. Là, la E, souvent, le format, c'est genre le gars, le heel va dominer le match un bon moment, puis tranquillement, va travailler le face qui va manger une volée, puis là, le monde va commencer à tuer le face, puis tu sais, c'est ça, on connaît la recette, mais ça fait que c'est ennuyant, tu sais. Essayer d'amener des trucs. Puis les autres fédérations, il y a d'autres fédérations qui réussissent. La E réussit par moment aussi. Puis quand ça arrive, on est super content puis on trippe. Mais il y a des fois, la plupart du temps, ils sont sur le pilote automatique. Puis c'est vraiment dommage pour ça. Exactement. Là, on a parlé récemment l'année de CM Punk, mais Matt, l'année de Sheamus, c'est toute une année, hein? Ouais, ben Sheamus, il fait pas l'unanimité, ça c'est sûr. Moi, je l'aime bien. Comme gros gars, là, je trouve qu'il s'est pas mal démarqué. Le Royal Rumble, je trouve qu'ils l'ont donné au bon gars l'année passée. Il a connu toute une année. Il est rendu crédible dans l'œil de la WWE Universe. Hein. C'est ça l'important pour eux autres, de builder des gars. Oui, ils veulent en faire sûrement le prochain face qui va remplacer Cena. C'est ça, c'est clairement un Super Cena encore. Oui, oui, c'est sûr que le personnage est ennuyant, là, c'est pour des enfants. Là, mais je trouve que le gars s'est beaucoup amélioré dans le ring. C'est lui qui était le plus constant, je trouve, cette année. Je savais un prix à donner le gars constant qui a donné des bons matchs. Il a lutté à toutes les Raw, toutes les SmackDown. C'était souvent lui qui avait les plus longs matchs. Avec Daniel Bryan aussi, qu'on pourrait mettre dans le lot. J'ai bien aimé Sheamus cette année. C'est sûr que, comme bien des fans de lutte, la plupart du temps, on aime mieux les lutteurs en heel pour X raisons. Les heels, souvent, les personnages sont un petit peu plus intéressants que face puis unidimensionnel comme Sheamus peut l'être. Mais je trouve qu'il s'est vraiment amélioré. Oui, exactement. Écoute, il donne des matchs longs. Il donne des matchs constants. Puis la plupart des PPV qu'on a eu dans les derniers mois, il était dans les meilleurs matchs. Il donnait les meilleurs matchs. C'est un renouvellement de Sheamus après avoir été King of the Ring avec une cape et un bâton. Là. C'était si pourri, ça. Il a connu toute une année. C'est vraiment un lutteur qui s'est improuvé, comme on dit. Puis j'espère qu'on va en voir plus de Sheamus. Peut-être voir. J'ai une crainte. Qu'il devienne un peu comme Randy Orton. J'ai peur qu'il devienne... Un top mid-carder. Non, pas un top mid-carder, mais un gars qui, à un moment donné, va plafonner, mais qui va tout le temps faire la même affaire. J'espère que non, qu'ils n'en feront pas ça. J'ai vraiment une crainte, parce que Randy Orton, il y en a donné des matchs écœurants. Là. Puis il y en a eu des... là, il y en a eu du... Il y en a encore du charisme, mais j'aimerais ça qu'il change de personnage un peu. Lui aussi, je pense. Je pense qu'il aimerait ça. Il est bon au micro quand il est lui-même. Je me souviens quand il était le Legend Killer puis il faisait des speeches, c'était hot en maudit. Puis là c'est tout le temps, il a l'air, il est les yeux vides, il est les yeux creux, puis là, il essaie de faire peur avec sa face de serpent. C'est tannant, tabarouette. Ouais, ça, c'est les bons côtés de la WWE, c'est qu'il garde la même gimmick très longtemps jusqu'à temps qu'on soit carrément écœuré, puis là, il essaie de donner un renouveau, tu sais, mais Randy Orton, là, arc, man, il est ennuyant, ce gars-là. Dans ce qu'on souhaite en 2013, là, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va lui souhaiter. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que j'aimerais vraiment ça qu'il redevienne quelque chose de magique, ce gars-là. J'aime ça le voir lutter quand il lutte bien, quand il lutte... quand il y a une offensive, puis quand il... Comme ses matchs contre Christian l'année passée. Là. Oui. Sa feud contre Christian, c'était excellent, ça. Oui, mais on avait dit quelque chose. C'est Christian qui a fait que la feud était bonne. Oui, c'est vrai. C'était Christian, encore là, c'est ça. C'était Christian, le personnage intéressant. Le One More Match, il était Crybaby, c'était le fun. Là. Exactement. Tu sais, on vient de passer l'année 2012 en lutte. Est-ce qu'elle était meilleure que 2011? Je ne sais pas, c'était peut-être égal. C'est que nous, on a découvert une nouvelle... on connaissait ces faits-là, TNA 1, on l'écoutait sporadiquement. Là, on est entré plus là-dedans, puis l'année 2012, globale en lutte, je crois qu'elle est bonne. En général.
Je parle pas juste de la E. Là. Je crois qu'il y a eu une bonne année en lutte. Ben, si tu vas chercher, dans le fond, tu sais, la TNA, là, je comprends là, que les fans sur Internet, ils bâchent contre ça, puis c'est pas vraiment in de parler en positif de la TNA. La TNA, leur faiblesse, c'est vraiment des storylines. Mais je pense que si tu vas chercher, comme tu dis, l'année 2012 en lutte, je pense qu'il y avait quelque chose de bon à aller chercher dans 3 fédérations différentes, en tout cas les 3 fédérations que nous on écoute, parce que je sais qu'il y a les Japonais aussi qui sont vraiment forts, mais je suis pas vraiment la lutte japonaise, je connais pas le japonais, j'essaie de l'apprendre, mais ça va pas vite. Je pense qu'il y a quelque chose de bon dans les 3 fédérations. C'est juste plate qu'il n'y ait pas une fédération avec ces 3 éléments-là qui sont bons. Tu sais. Exactement. Puis on a fait un exercice récemment pour essayer pour essayer d'expliquer à certaines personnes sur des talkbacks ou des forums ma vision de la ROH TNA-WWE, c'est qu'on prenait le main event de chaque PPV, de chaque Fed à tous les fois, puis la WWE finissait toujours 3e au niveau de la qualité des matchs. Ben, c'est sûr que le Ryback contre Punk d'un LNSL, ça fait. Non, il n'y aidait pas, mais on a fait quand même. On est remonté loin quand même. Puis le main. Cena contre Laurinaitis, c'était tout un main event. Je sais pas pourquoi tu parles contre. Là. Ben là, écoute, je sais pas. Gars, c'est encore là un problème de booking. C'est un problème de booking. Puis tu sais, avec les podcasts qui vont venir, j'espère, plus tard. Ah, on a fait plus que 15 minutes. OK, mais... Je pensais pas t'as fait 15 minutes, moi. Non, c'est ça. Mais avec les podcasts qui vont venir, on va sûrement en parler plus des bookings. Comment vous... On va vous demander, peut-être, ça nous écrit, comment vous bookeriez ça, vous autres, une Fed? Comment vous feriez ça, vous? C'est quoi votre vision de la lutte? C'est quoi votre vision du booking? Mais avant de clore l'année 2012, j'aimerais ça qu'on fasse un exercice ensemble, Mathieu. Ouais, donc. Entre amis, ici, j'ai créé un genre de remise de trophée que j'ai appelé les Owen Hart's Awards. Parce qu'Owen Hart va toujours rester dans notre cœur un des lutteurs les plus hot qu'il y a eu à la E, les plus spectaculaires. Puis. Sympathique. Dieu est son âme, parce que j'aimerais ça le voir lutter encore, mais j'aimerais ça le voir encore. Bon, je vais te donner des catégories, je vais te dire les dominations, puis tu me diras qui tu choisis là-dedans. On les fera peut-être pas toutes, mais on va faire ceux et on va expliquer un peu pourquoi. Dans le lutteur de l'année, là, je te donne les nominations, mon ouais, donc. CM Punk à la WWE, Austin Aries à la TNA, Kevin Steen à la ROH, Daniel Bryan à la WWE, Sheamus à la WWE ou Bobby Roode à la TNA. Quel serait ton choix, toi, comme lutteur de l'année? Ben, ça serait CM Punk. Tu sais, je veux dire, on peut pas... CM Punk, là, veut pas 400 jours comme champion. C'est c'est le plus grand champion, le plus long règne, dans le fond, dans notre ère moderne. Il vient de dépasser Big Daddy Cool, il vient de dépasser Cena. Là, c'est sûr que les gars en haut de lui sont plus rattrapables, mais ça reste que tu peux pas passer sous silence. Tu sais, les slammies qui ont donné ça à Cena, là, c'est une vraie joke. Là. C'est encore là, c'est qui a voté pour ça? Barney, c'est-tu le clown? Moi, j'ai l'impression que c'était peut-être fauné, là, t'en avais parlé, mais c'était... Ouais. C'était peut-être fauné justement pour une gimmick, là, ouais. Une gimmick pour mener à l'histoire un peu avec Ric Flair. Ben, moi aussi, je dirais CM Punk. Ma découverte de l'année, oui, c'est Kevin Steen, mais CM Punk, comme tu dis, on ne peut pas passer sous silence son règne de 400 jours et plus. C'est sûr. Si on y va au niveau de la rivalité de l'année, j'en ai 5. Tu me dis ce que tu en penses. On a eu une rivalité entre CM Punk et Chris Jericho à la WWE. On a eu Bobby Roode contre Austin Aries à la TNA. Kevin Steen contre la ROH à la ROH. Christopher Daniels contre AJ Styles à la TNA. Et CM Punk contre AJ Lee contre Daniel Bryan contre Kane à la WWE. C'est pas mal les rivalités qui ont suscité le plus d'intérêt, je crois. Et ton choix serait quoi, toi? Ah, j'aurais tendance à dire la feud avec à WWE avec Punk, avec AJ. Je me souviens que quand c'était ça, la storyline prédominante, c'était à chaque semaine, on avait le goût de voir ce qui se passerait avec AJ, qui c'est qu'elle crosserait. Ils ont réussi à ramener Kane dans le lot, à rendre le personnage intéressant à nouveau. C'était le début, dans le fond, ça a amené, dans le fond, à lui et Daniel Bryan, ultimement. Mais je trouve que c'était quand même cool à suivre. C'était amusant. C'est ça. Sinon, à TNA, j'ai bien aimé... tu sais, c'est sûr qu'AJ Styles contre Christopher Daniels, tu veux tout le temps voir des matchs de ces deux gars-là. Ils en ont donné 2000, là, un contre l'autre.
Mais la storyline à la TNA, pour ceux qui l'ont écouté, était vraiment pourrie, là, avec, je me souviens pas de la fille, là, Claire ou je sais pas quoi, là, la petite gimmick mauvaise, là. Oui. Le gimmick de trompage, qui d'ailleurs, ils ont carrément plagié. La E a repris ça. Là. AJ Lee, en ce moment, là, le scandale avec Cena qu'ils ont fait, là, c'est exactement la même storyline. Fait que c'est quand même drôle qu'une storyline aussi pourrie à TNA soit reprise à WWE ou de façon aussi pourrie, parce que s'il y avait des prix à donner pire storyline de l'année, ça serait mes deux pires. Fait que, peut-être parce que je suis pas un fan de triangle amoureux ou de scandale amoureux, mais c'est vraiment poche. Dans la lutte, là, come on, là, c'est poche. Ouais, pourtant, tu en as eu des scandales amoureux. Toi, tu as eu avec Juliette Huot. C'est ça, dans la vraie vie, ça m'arrive. Dans la vraie vie, ça m'arrive constamment. Fait qu'à la lutte, je veux me détendre quand ça arrive. Moi, j'aurais aimé ça de pouvoir te répondre CM Punk contre Chris Jericho comme rivalité de l'année, mais je peux pas parce qu'ils n'ont pas donné le 5-star match tant attendu. Fait que j'aurais pas le choix de te répondre. Moi, c'est Kevin Steen contre la ROH. En tant qu'adulte, c'est ce que je voulais voir. Je peux vous donner, si vous êtes capable de marquer sur YouTube Kevin Steen. C'est écrit Kevin Steen, c'est un gars speedo qui sort d'une piscine. Kevin Steen, son speech à New York au Hammerstein Ballroom, si je ne me trompe pas, pour. Je me souviens pas du PPV, je pense que c'est Beyond Glory ou quelque chose. Je me souviens pas. C'est un speech pour adultes, c'est un speech pour Mark, c'est un speech hockey Fabe, c'est génial. En ce moment, Kevin Steen est en feud contre la ROH en général. C'est un méga heel. C'est génial. C'est ma rivalité de l'année. Ben, ils servent du fait que là, les fans, même les fans hardcore de la ROH sont en train de tourner contre la fédération. Ils trouvent que c'est pas comme avant. C'est plus cool la ROH comme c'était. Fait qu'ils servent de ça. Puis Kevin Steen, dans la gimmick, ce qu'il veut, c'est faire fermer la ROH. Carrément. Oui, exact. Fait que c'est vraiment un angle le fun. Puis ils tournent contre les fans, ils tournent contre tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est une fédération pour des fans de lutte, pour des marques, pour nous autres, de fond. Exactement. Deux dernières catégories, on va finir avec ça. Ton match de l'année, j'en ai 5, tu y vas. J'ai Triple H contre Undertaker à WrestleMania à la E. J'ai Kevin Steen contre Michael Elgin à Glory for Honor à la ROH. J'ai Michael Elgin contre Davey Richards. Showdown in the Sun 2012 à la ROH, qui est le seul, à mon souvenir, 5-star match de 2012, tout fait confondu, à mon souvenir. On a Sheamus contre Daniel Bryan, Extreme Rules 2012 à la E, et on a AJ Styles et Kurt Angle contre Kazarian et Christopher Daniels à Slammiversary 2012 à la TNA. Quel est ton match de l'année? Ah, t'es mis tous dans le même gala, puis mon gars, t'as le PPV d'ici. Ça fait le PPV de l'année qui était C'est exactement ça. Ah, je dirais le 5-star match. Elgin contre Richards, là, et tabarnan, man. On croyait rêver, hein? Ouais, c'est... On écoutait ça, puis on était là, OK, on a-tu vraiment pas écouté ça live, nous autres? C'est ça, c'est qu'on est rendu... À un moment donné, là, on se complaît dans le boring, dans l'ennuyant, puis on finit par oublier que la lutte, ça peut être cool, puis qu'il peut y avoir des revirements, puis que tu peux être sur le bout de ton siège. Puis ce match-là, là, wow. Puis ça... Tous les autres matchs que tu as nommés, ils étaient épiques, là, mais ce match-là, là, c'était la perfection. C'est ça un 5-star match, puis c'est magique, écoutez ça. Je le réécouterais chaque jour. Je pognerais cette tape-là, là, j'irais mettre ça backstage à eux, je dirais, y a-tu moyen que ça soit votre exemple? Y a-tu moyen que vous écoutez ça chez vous, à soir, en loop, faites quelque chose, prenez des notes. Michael Elgin, en plus, a seulement 23 ans, je pense. Puis, tu sais, ce gars-là, il est déjà dans des matchs. Il a tout le temps des 4 étoiles en montant. Ouais. Puis, il est baraqué, là, il est le fun. Mais c'est sûr que le format Ring of Honor, c'est des plus petits gars. C'est des gars de 6 pieds, là. C'est 5 pieds 11, 5 pieds 10. Mais pareil, tu sais, c'est pas parce que t'es plus petit que tout d'un coup, tu donnes des meilleurs matchs. C'est pas parce que t'es plus gros que tu donnes des moins bons matchs, là, ou vice-versa, là. Le gars, il se force, les gars. C'est ça l'affaire, il se force. Exactement. Ben, moi, je vais répondre la même chose que toi, mais j'ai rien d'autre à rajouter, à part écoutez-le si vous êtes un fan de lutte. That's it, that's all. Oui. Et la dernière catégorie qu'on va finir, c'est le moment oh my god de l'année, le moment de l'année selon toi. J'ai le retour de Chris Jericho à la E, le retour de Brock Lesnar à la E, le ring qui éclate entre le match Big Show et Mark Henry à la E, le retour de Kevin Steen à la ROH ou Austin Aries, champion du monde de la TNA.
Je sais pas. Pas en tout. C'est tous des moments. Je sais vraiment pas pourquoi je voterais dans cette catégorie-là. Je suis en train de penser à qu'est-ce que j'ai le plus trippé. C'est sûr que tu sais, le ring qui éclate, on l'avait déjà vu, mais en même temps, c'est tout. Tu peux pas t'attendre à ça. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en plus de ça, si je me rappelle bien, avec le match d'après, c'était quoi? C'était Cena contre Del Rio. Ah, puis ils ont continué à lutter dans Ouais, ils luttaient dans les débris. Je trouvais ça écœurant comme concept. Ça, c'est une bonne idée. Tu vois, quand ils ont des bonnes twists de même, j'embarque all the way. C'est tous des bons moments. Je sais pas, toi, ça serait quoi, toi? Le retour de Chris Jericho quand il parle pas pendant 3 semaines, 4 semaines. C'était écœurant, ça. C'était magique. C'était retour de Brock Lesnar aussi. Je pense que je vais y aller avec 5, une égalité à 5. Ouais, ça, c'est une catégorie. Puis il y en aurait peut-être d'autres des moments. Austin Harris, quand il a gagné le titre, c'était vraiment le fun pour les fans aussi de lutte indépendante. Puis ça marquait encore plus de comme toutes les fédérations, on dirait, qui acceptent. Parce que ça rouvre les portes là, pour les lutteurs qui ont bûché dur dans des fédérations indépendantes. Castor, t'as un des CM Punk, t'as des Austin Harris qui peuvent réussir. Amenez-vous, les gars, donnez-nous des matchs écœurants. Exactement. Ben, c'était tout pour les Owen Hart's Awards. Y avait-il quelque chose que tu voulais rajouter pour l'année 2012 en lutte ou? Non. C'est je veux un hommage à Alexandre Lamoureux. Non, ça serait tout. On passerait à d'autres choses. La Bible de la lutte. La Bible de la lutte. Non, mais c'est ça. On peut passer. Moi, je dirais qu'on passe en 2013. Ce qu'on souhaite en 2013, en général. Moi, je dirais, regarde, on passe des lutteurs de même. Moi, j'ai une liste, là. On pourrait partir là-dessus, Gabin. J'ai une liste de lutteurs ou de personnalités de la lutte. Je t'ai nomme, puis tu me dis ce que tu le souhaites à cette personne-là pour 2013. Comme un vœu de nouvelle de bonne année pour nous autres, les fans de lutte, puis pour cette personne-là en particulier, OK? Ben, j'embarque à pieds joints là-dedans, moi. C'est coup de pied dans la fourche. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu souhaites en 2013 à Daniel Bryan? Ben, moi, je souhaite qu'il redevienne lutteur solo le plus rapidement possible, en tout cas, et qu'il revienne main eventer solo. Je souhaite des 5-star matchs, puis je souhaite qu'il reperde un petit peu de poids. Je sais pas si tu as remarqué qu'il a pris du poids. Ouais, ça va avec sa barbe, ça. Moi, je souhaite qu'il se rase, qu'il arrête d'être un comic relief, mais je pense qu'il est donné, man. Ça va être top. J'espère que non, là, j'espère. Parce que moi, je veux le voir lutter contre CM Punk des 5-star matchs. Je veux le voir lutter contre Cesaro des 5-star matchs. Je veux qu'il revienne le lutteur que j'ai vu à la ROH. En tout cas, j'y souhaite ça. Puis je souhaite justement il était devenu un peu robotisé dans ses moves. J'espère qu'il va improver un peu là-dessus parce qu'il est capable de donner plein de bons matchs. Moi, je souhaite ça à Daniel Bryan. Je souhaite toute une année 2013 parce que c'est un de mes lutteurs préférés. C'est bon. Je t'en shoot un autre. Qu'est-ce que tu souhaites à Dolph Ziggler? Dolph Ziggler, ce que je souhaite, ben, je souhaitais de se débarrasser de Vicky, c'est pas mal déjà fait. I hope so. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il donne un micro et qu'il soit le heel fendant que j'ai toujours rêvé. Le heel vraiment fendant. Alors, on a discuté de ça dans un ancien podcast de lutte. Il avait fait de quoi que le monde n'a pas aimé, qui s'appelle... il avait pitché le micro en disant « Try to follow that ». Moi, j'ai trouvé ça écœurant. Le monde a braillé backstage. Il n'aimait pas ça. Moi, c'est comme ça que je veux qu'il soit. Je veux qu'il soit fendant et je veux qu'il soit champion. Je vous dis pas quelle ceinture je veux qu'il aille, parce que moi, j'aimerais ça qu'il soit champion de la E et non World Heavyweight, dont je me calisse comme l'an 40. On va parler tantôt de qu'est-ce qu'on aimerait dans une Fed, là. Mais moi, je veux qu'il soit champion de la WWE. Je le souhaite. Je nous le souhaite, mon gars. Qu'est-ce que tu souhaites à CM Punk en 2013? Ben, ça va contredire ce que je viens de dire un peu, mais je souhaite encore une autre année champion. Ben, on peut pas tout avoir, là. Comment tu choisisses? Mais je souhaite qu'il continue avec Paul Heyman, puis je souhaite quasiment qu'il devienne un heel encore plus badass, puis encore plus crotté, puis sloppy, puis, tu sais, j'aimerais ça. Mon souhait 2013, qu'il revienne avec son ancien thème d'entrée, qui était la toune de Fire Burns de la bottine souriante. Non, mais qu'il revienne avec son ancienne toune d'entrée.
c'était kick-ass, puis là, ça marcherait avec le personnage. C'est ça que je souhaite. Qu'il soit encore champion très longtemps, qu'il nous donne des matchs de luxe, qui main event, je dis bien main event, le dernier match de WrestleMania, il faut que ça soit CM Punk pour le titre de la E. Si c'est pas ça, c'est un screw terrible. Ouais. Moi, j'y souhaite qu'il batte The Rock au Rumble. Ah, ben oui, parce que moi, j'ai dit que c'était pour le titre de la E, fait qu'il y a des bonnes chances. Moi, je souhaitais ça en même temps. Là. C'est bon. Qu'est-ce que tu souhaites à Randy Orton? Un changement de cap, un changement de personnage, un changement d'attitude et qu'il redevienne ce qu'il a déjà été dans le temps du Legend Killer. Moi, je veux le revoir lutter des bons matchs contre Punk Bryan, Cesaro, Del Rio, Sheamus, name it. Je veux le revoir lutter des matchs qu'on fait. Ah, man, je voyais pas venir ce move-là. Je voyais pas venir ce move-là. Je veux il est encore jeune, là, Orton. Je veux qu'il me prouve. Je veux qu'il me surprenne en 2013. Je suis d'accord avec toi. Tu parlais de Del Rio. Qu'est-ce que tu souhaites à Del Rio? Que la foule comprenne c'est quoi son personnage, parce que c'est un personnage que j'adore, qui me fait rire. Il est tellement bon, Del Rio, au micro. Je comprends pas pourquoi le WWE Universe embarque pas. Je le sais. Moi non plus, j'ai jamais compris. J'ai l'impression qu'il y a de quoi qui marche pas. Tu penses-tu qu'ils vont, vraiment faire un face turn à Del Rio? Tu penses que ça va marcher, ça? Peut-être que ça va fonctionner. Avec Ricardo, que la foule aime bien, et puis ça peut faire quelque chose de drôle, de vraiment drôle. Puis moi, Del Rio in ring, je le trouve écœurant. Il peut donner des matchs excellents contre Bryan, Punk, Ziggler. Je le vois encore champion, puis j'espère qu'il abandonnera pas le projet avec Del Rio, parce que moi, je l'adore. Qui commence pas à jobber, là. Ah non, tu sais, je veux dire, ça me tente pas de voir au février en train de jobber pour Tensai. C'est bon, t'es beau en bas. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu souhaites en 2013 à AJ Lee? Ben moi, c'est à moi, je me souhaite. Non, c'est pas vrai. Je me souhaite de la rencontrer. Vu qu'elle French le 3/4 du roster, j'ai des chances, tu sais. Justement, qu'elle arrête de Frencher le 3/4 du roster, puis qu'elle soit. Moi, j'aimerais ça l'avoir lutteuse, puis qu'elle lutte, parce qu'elle est bonne in ring, puis j'aimerais ça avoir une storyline de filles intéressante. On n'embarquera pas dans la division féminine, là, pas dans le podcast aujourd'hui. Ben, peut-être tantôt dans qu'est-ce qu'on souhaite dans la lutte en général, mais AJ Lee, j'aimerais ça qu'elle s'improve elle-même au lieu d'être tout le temps accompagnée de d'autres lutteurs masculins. J'aimerais ça l'avoir en tant que leader d'une division féminine de qualité. Je suis d'accord avec toi parce que le monde est tripe tellement dessus que je comprends pas pourquoi ils se sont pas servis de ça. Ça prouve hors de tout doute que leur division de Diva est en tabarnak. Exactement. Sans contre Chris, ils font rien avec, dépluguez-la, puis c'est tout. Parce que je veux dire, AJ, là, t'as tout pour rebuilder cette division-là, puis que le monde care pour la ceinture, puis ils s'en foutent. Fait que AJ continue à frencher, là, continue à frencher le monde, puis dépluguer les divas, puis c'est tout. Le fait que les filles deviennent juste des managers, là, tant qu'à avoir de la lutte de marde de même. Les knockouts à la TNA, les matchs de lutte sont débiles mentales. Pourquoi ils sont pas capables de faire ça? Ben, au moins, ils font des storylines, c'est déjà ça. Faut que tu respectes ta division. Là. Je veux bien croire que le monde ne care pas. Pourquoi le monde ne care pas? Parce que Chris, on revient de la pause, ils sont déjà dans le ring. Il y a une tonne de candy bonbons qui joue. Puis, on s'en fout. Là. C'est une tonne plus rock aux lutteurs aussi, aux lutteuses. Là. Une tonne plus badass. Là. Des tonnes de I am shishable. C'est mauvais. C'est tout pareil, le tune, c'est trop mauvais. De Eurodance des années 90, là, je commence à avoir ma claque. Là. Moi, j'en écoute chez nous, j'ai bien le droit. Je me suis pas pour des tunes de lutte. Tu sais, justement, peut-être faire une petite parenthèse par rapport à ça. Caitlyn, c'était le 2 PPV, au dernier PPV, qui est revenu comme un nouveau saut avec des pantalons, puis il avait l'air qu'il casse dans son attitude, puis il était cool. À la tune des Teletubbies en arrière. Oui, c'est ça. Elle a encore une toune de Pascaro qui le bute, puis c'est vraiment pourri, ça ne fit pas son personnage. Puis tu voyais que le monde y embarquait avec elle, puis il se donne aucune chance. Fait que Donnez-leur une chance aux filles ou dépluguez ça une fois pour toutes. Merci, bonsoir. Qu'est-ce que tu souhaites en 2013 à Ryback, le push de l'année Ryback? Ce que je souhaite, ben, Ryback. Tu l'aimes-tu, Ryback? Quand il est arrivé, nous autres, ici, on était les premiers à l'aimer. On levait les bras comme lui, on faisait les mêmes moves que lui parce qu'on le trouvait funny. Moi, j'avais dit que c'était juste une job d'été, mais qu'il avait à la E, mais finalement, il me contredit. Il est devenu un main eventer à la E. Je pense qu'in ring, s'il pratique, je pense qu'il peut devenir quelque chose de bien. Puis
Je pense qu'il peut devenir un monstre destructeur. Je pense qu'il peut faire la job à ce niveau-là. Si je vois une rod de champion, c'est sûr que je vois une rod de champion World Heavyweight seulement, pas de la E. Donnez-y pas le titre de la E, il ne le mérite pas. Bon, sûrement, ça en a un feud avec Big Show, hein, j'ai l'impression. Probablement, puis ça va donner des matchs comme. Il fait la job. Tu sais, je veux dire, il fait la job, il est bon, puis tout ça, puis il est capable de faire des moves powerful, puis c'est correct, mais je souhaite pas plus que le World Heavyweight Champion. C'est tout. Je vois pas d'autre chose. Faut que ce soit des matchs courts, puis ça marche. Oh oui. Big Show. Qu'est-ce que tu fais avec Big Show en 2013? Sa retraite? Ouais. Ouais, c'est terminé pour moi. Il s'en va jusqu'à Mania comme champion. Ouais, puis t'as donné ta vie à la lutte. T'as fait quelque chose de bien. Sauf que là, c'est le temps de laisser le passage à d'autres lutteurs. Les lutteurs de 7 pieds 400 livres, pour moi, c'est terminé. Merci beaucoup, Big Show, pour ces belles années que tu as données entre 1995 et 2012, mais c'est terminé. J'y souhaite de rester dans l'univers de la E, qu'on le voit une fois de temps en temps, parce que ce gars-là, il est charismatique en maudit. Tu sais, qu'il revienne, quitte à quand ça fait un an qu'on l'a oublié, qu'il soit un GM, qu'il fasse des knuckleheads 3D, des whatever. Le Père au Raw du 24. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, qu'on le revoit comme légende, comme Foley, comme d'autres. Mais dans le ring, là, arrête, là, parce que tu sais, il a quand même donné des bons matchs là, contre Sheamus. Là, j'ai été le premier surpris. Là, le match à LNSL, ça a volé le show, là, le finish puis tout. Mais c'est ta dernière run, là, parce que quand j'ai vu que Big Show avait gagné le titre et qu'on était pogné au moins 4 à 6 mois avec lui comme champion, tu fais comme, bon, là, ça hypothèque des matchs que je serais intéressé à. Il va avoir eu toute une carrière, ce gros bonhomme-là, mais là, va-t'en chez vous, man. Pas ton traîneau, va-t'en. Ouais, c'est ça. Ouais, t'en de te voir. OK, une couple de petits derniers, puis on finit ça pour des lutteurs, là. Qu'est-ce que tu souhaites à David Otunga? Le flux puis le scorbut. Mais je veux dire, encore là, c'est pas un lutteur. C'est pas ce que j'appelle un lutteur. Il botche tout. Les gars, il y a 5 moves, puis il botche les 5. Quand il vient poupiner un gars là, pour le compte de 3, là, il ne sait pas de quelle base se placer. C'était pas contre Santino, ça, que t'avais fait ça? Je souhaite un congédiement. Ça se termine là, j'ai rien d'autre à dire. Parce que ça, c'est exactement le prototype de gars d'ancienne mentalité qu'il faudrait qu'il n'y ait plus, là. Ah oui, exactement. Les bodybuilders qui ne savent pas lutter, sac ton camp de là. Ouais. Great Khali. Ah, ben, Great Khali, je souhaite un retour en Inde le plus rapidement possible pour reprendre son rôle de policier. C'est pas un lutteur. Ça l'émeut personne. J'ai pas à subir ça en tant que fan de lutte. Je n'ai pas à subir ça. Décalisse. Puis les deux derniers que j'ai, Sheamus. Qu'est-ce que tu fais avec Sheamus après sa run de champion? Parce qu'automatiquement, il va peut-être retomber un peu, lui, tu sais. Ouais, puis tant qu'à retomber, ce que je souhaite, là, c'est tellement bon in-ring ce qu'il fait. Je souhaite, dans le fond, pour donner des matchs qu'on ne s'attend pas, puis avec des nouveaux lutteurs. J'aime ça quand il lutte contre Wade Barrett, j'aime ça quand il lutte contre Antonio Cesaro. Ça donne des matchs géniaux. Si on n'est pas pour lui donner une ceinture en 2013, c'est ce genre de match-là que je veux voir pour comme pusher des jeunes de génération. Il est bon pour ça, Sheamus. C'est sûr, je le vois encore champion, mais j'aimerais ça, tu sais, le voir. C'est ce que je veux. Je veux le voir pusher d'autres lutteurs. Oui. Puis John Cena, le dernier, et non le moindre. Du repos. Il en a grandement besoin, John Cena, du repos. Il a donné blood, sweat and tears à la E dans les dernières années. Prends du repos, mon gars. Je pense que tu en as besoin physically and mentally. Oui. Je suis d'accord avec toi, c'est des super bonnes réponses. Tu sais, j'avais des gars aussi, des légendes ici, mais je pense qu'on va y aller plus dans le... Tu sais, j'avais Undertaker, qu'est-ce que tu y souhaites? Mais c'est parce qu'Undertaker, là... Ben, je souhaite pas... C'est un homme d'outre-tombe, je veux pas y souhaiter de malheur, là. Mais non, mais je souhaite qu'on le revoie à Mania, j'aime ça le voir. Puis je souhaite pas sa retraite, je souhaite pas qu'il prenne sa retraite, mais s'il la prend, c'est une retraite bien méritée. Tu es un des plus grands de l'histoire du sport de la lutte, mon gars. Mark Holloway, là, on t'adore. Ouais, il nous écoute. Il vient de m'envoyer un email, il nous écoute. Il nous a-tu dit de rester in peace?
Je sais pas. Il est mêlé un peu, hein? Un match par année. Il est encore raqué de l'année passée. Tu sais. C'est comme, ça s'en vient vite, le Mania. Oh boy. Bon, ben, où est-ce qu'on s'en va avec ça, là, 2013? Ben, moi, là, ce que j'aimerais parler avec toi un peu, puis que j'aimerais discuter, vérifier avec nos auditeurs, s'il y en a, bien évidemment, S'il y en a. c'est quoi votre fête de rêve? Qu'est-ce que vous voulez voir dans une fédération de lutte? Admettons qu'on met le carcan de la E. Là. Quand je parle du carcan de la E, là, c'est la grosseur de leur aréna, la façon de présenter des shows télé. Ça, on garde ce carcan-là, là, que c'est big, c'est gros. Qu'est-ce que tu aimes dans la lutte? Qu'est-ce que tu veux voir dans la lutte? Moi, personnellement, la première chose que je ferais, c'est j'enlèverais 2 ceintures. J'enlèverais la ceinture World Heavyweight et j'enlèverais la ceinture US. Je ne garderais que le titre de la WWE, l'Intercontinental, Tag Team. J'en rajouterais peut-être un autre pour les nouveaux, tu sais, vraiment plus bas que l'Intercontinental. L'Intercontinental, là, moi, comment je vois ça, je vais vous donner un exemple. CM Punk est champion de la E, OK? Pourquoi que le champion intercontinental, c'est pas Dolph Ziggler, c'est pas Cena, c'est pas Orton, comme c'était à l'époque. C'est pas parce que tu es dans le main event que tu peux pas être champion intercontinental. Si tu l'es, tu montes le belt encore plus haut que ce qui est, puis ça change rien, là. Puis moi, je mettrais un autre titre, peut-être l'European, ou je sais pas, si tu amènes plus de Cruiserweight, tu mets le titre Cruiser, mais le titre US, c'est pas un titre de la E, c'est un titre qui vient de la WCW. Je veux pas voir ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. C'est la première chose que je ferais. Moi, ce que j'aime pas, puis ce que je changerais, c'est les non-title matchs. J'aime pas ça, des non-title matchs. Non, ça n'a pas d'affaire. Des non-title matchs, là, c'est une façon paresseuse de booker des histoires, puis c'est rendu un fléau là, que les champions, aussitôt qu'il y a un non-title match, ils perdent. Puis c'est comme ça que l'autre devient number one contender. Puis ça m'énerve au plus haut point. Les champions, ils ont l'air ridicules. Ils perdent tout le temps. Ils perdent 3-4 fois en ligne. Puis les champions intercontinentaux, regarde ça là, dans les derniers mois. Là, à chaque fois que tu le vois lutter à Raw, c'est un non-title match, puis il se fait piner. C'est comme, come on. Là, c'est tout le temps ça. Là. Ouais, c'est plate. Pour avoir un champion intéressant et un champion crédible, il faut qu'il gagne. Il faut qu'il défende sa ceinture souvent. Fais des title matchs, fais-en plus. Pas obligé d'être à chaque semaine à Raw, là, mais fais-en plus. À chaque PPV, défends-la ta ceinture, puis gagne des matchs, gagne-en plus. Antonio Cesaro, en ce moment, là, tu vois, là, sa ceinture, il l'a défendue plus souvent dans un four-way à Raw, des affaires de même, puis il nous paraît un champion avec de la prestance. Oui, exactement. Mais c'est bien ça. plus que Kofi à mes yeux. Puis Kofi, premièrement parce que Kofi se fait piner à tout bout de champ. Puis ils ont bien beau essayer de le bâtir fort, Kofi. Puis je les appuie parce que à un moment donné, tu peux pas tout le temps laisser tes gars jobbers. Là. Fait que, qui battent Wade Barrett puis tout, même si j'aime mieux Wade Barrett, je comprends ce qu'ils essayent de faire, mais on dirait que ça fonctionne pas pareil. Il faut que tu battes plus de gars, faut que tu défendes ton titre plus souvent. Oui, exactement. Puis des non-title matchs, j'ai toujours aimé ça. Haï ça, excusez-moi. Puis autre chose qui va avec ça, je vais vous donner un exemple là, de booking paresseux. OK? Tu as un match, là, mettons c'est pour le titre ou peu importe, là, one-on-one. Tu as une intervention. La E, là, elle fait venir une intervention, puis le match finit en disqualification. J'haïs ça bien raide. Faites comme dans le temps à la ECW. Il y a un lutteur qui arrive, l'arbitre se tente, parfait. Tu veux jouer dans le match? Ding, 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 on start un three-way dance right now. Tu sais, surprendre, là, mettre le côté spectaculaire, surprendre les gens. Ah ben maudit, jouer. Il y a un match entre Miz et Barrett, Kofi Kingston arrive, puis ça change en three-way dance. C'est elimination style en plus. Parce que des 3 contre 3, des 4 contre 4, c'est pas elimination style, là. C'est paresseux en tabarnak. C'est hot un elimination style, tu sais pas comment ça va finir. Là, moi dans ma fête, là, ça serait tout le temps, aussitôt qu'il y a un match de plus que 2, tout le temps elimination style. Tout le temps. Puis quelque chose qu'il faut qu'il arrête aussi, tu vas être d'accord avec moi parce que c'est le premier à détester ça, c'est les bookings, du booking de tag team match fait
ça fait sur le fly. Tu sais, les bookings à la Teddy Long. Oui. C'est-à-dire que tu pognes 2 feuds là, qui sont fortes en ce moment. Là. Mettons CM Punk puis un heel contre John Cena puis un face. C'est tout le temps ça. Genre. Puis ce que ça fait, là, ça, ces matchs-là, premièrement, tout le monde s'en tabarnak de ces matchs-là. Ouais. T'as juste le goût de l'avancer parce que c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps le face va manger une volée tout le long, puis l'autre face est en train de se booster un hot tag, puis il va rentrer, puis il va sacrer à voler aux deux gars. C'est plate en mort, là, c'est tout le temps pareil. Mais non seulement ça, mais ça fait que le monde se désintéresse de la lutte tag team. Moi, je suis un défenseur de la bonne lutte tag team parce que ça existe des bons matchs tag team. Il y a de la stratégie à avoir. Il y a vraiment des combinaisons, le fun à avoir dans la lutte tag team. Tu as vraiment des possibilités de fun. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça rend la lutte tag team tellement plate qu'après ça, quand tu as des vrais tag teams qui veulent se battre pour les ceintures, le monde s'en fout bien raide. Faut que tu arrêtes ça, là, les tag teams sur le fly de même. Là. Faut que tu fasses ça le plus rarement possible, puis pas à chaque semaine. Parce que là, c'est tout le temps ça. SmackDown, c'est tout le temps ça, le main event, quasiment. Puis Raw, très souvent, ils font ça. Puis je peux comprendre quand tu es live là-bas, là, parce que c'est une façon facile d'avoir un match final quand tu vas voir le show en direct. Puis c'est hors d'onde, c'est correct. Mais quand tu composes des histoires, quand tu fais des storylines, c'est vraiment cheap faire ça. Là. C'est vraiment on n'a pas d'idée. Là, fait qu'on va c'est booké tout croche. Puis moi, il n'y a pas d'habilité dans le ring. Tu sais, des gars comme Epico Primo qui sont excellents in-ring, tu vois lutter contre deux gars, puis ils sont capables de donner plus. Vous êtes capables, come on! C'est pas nécessairement eux autres, c'est pas les lutteurs qu'on tape dessus. Là. Non, on tape sur le booking, on tape sur ceux qui bookent le match, la manière qui est booké le match. Là. C'est mauvais. Eux sont plus capables de faire de bons matchs tag team. Basez-vous sur ce qui se fait à la TNA et à la ROH, là, parce que les autres, des matchs tag team sont excellents, mais pas à peu près. Ben, c'est parce que les autres, surtout à la ROH, il y a une façon de mettre over les ceintures. Les champions tag team sont respectables parce qu'il y a une division tag team. Puis parce que les deux, admettons là, tu pognes des champions tag team de la ROH, là, mettons là, ils vont jamais se faire défoncer par un lutteur qui est en haut d'eux autres dans la pyramide. Ça n'arrivera pas. Ils les mettent jamais dans des situations où les gars peuvent avoir l'air faible juste pour mettre un gars over. Les ceintures sont plus importantes que pusher un gars. Tu verras pas Ryback arriver et détruire les champions. Comprends-tu ce que je veux dire? À eux, c'est ça qui arrive. Ryback va se battre contre les deux champions par équipe puis il va leur coller une volée. Genre, tes champions sont forts en maudit. C'est pour ça que le Shield en ce moment sont hot. Ça a l'air de rien, mais le Shield sont 3 puis sont jamais dans le trouble ou presque. Puis même s'ils se font sacrer des volées, le fait qu'ils soient 3, t'as tout le temps l'impression qu'ils sont over après la scène. Ouais, exact. Puis Ryback, il ramasse, là, les gars, mais il gagne pas le combat parce que quand t'es 3 contre 1 ou quand t'es 2 contre 1, normalement, come on. Exactement. C'est absurde des fois. Là. La division tag team, là, il y a un moyen de faire ça. Puis j'espère que ils sont sur le bord de réussir. Ouais. Premièrement, il faut que Elno perde les titres. Là. Ouais. Puis il faut qu'on voit plus d'équipes. Si tu veux faire des matchs tag team, il faut que ça soit des vrais tag team. Il faut que tu mettes Tyson Kidd puis Justin Gabriel en action. Il faut que tu mettes les Usos en action. Il faut que tu mettes Epico Primo en action. Puis vous allez me dire, oui, on les a vus puis ils sont plates puis on s'en crisse. Mais si c'est des histoires qu'ils font avec ces gars-là, ça va déjà être plus intéressant. Déjà plus intéressant que les gars aient le goût d'avoir les ceintures par équipe. Que ce soit pas juste Brian et Kane qui les défendent pas. Là. Il faut qu'ils défendent les ceintures à tout bout de champ. Oui, les ceintures, peu importe la ceinture, là. On s'entend. Là. Oh oui, peu importe la ceinture. Il faut que ça soit défendu tout le temps. Puis, ce que je vois aussi, ce que j'aimerais qu'il arrive dans ma fête de Génial en 2013, écoutez, je sais que j'en demande plus, là, mais justement, qu'il n'y ait plus de disqualification, qu'il n'y ait plus de fins boiteuses. Tu rêves en couleur. Des fins boiteuses, là, où des fins paresseuses, comme tu disais, ça n'a pas sa place. Essayez, c'est pas à la lutte, c'est pas parce que tu perds que c'est pas parce que tu perds que t'es moins bon ou que je sais pas comment l'expliquer. Là, mais... Ben, les pay-per-view devraient tout le temps avoir des clean finish. Oui, les clean moi, finish tout le temps. Puis la vitesse que les arbitres comptent. Augmentez le pace. Là. Augmentez le pace, là, c'est trop lent votre affaire. On y croit plus. Là.
C'est comptez pas ça en secondes, là, c'est 1, 2, 3. Allez-y, faut qu'il y ait des close counts souvent, là, si tu veux nous donner l'impression qu'on est dans le match. Là. C'est trop lent, c'est 1, 2. Moi, j'ai déjà décroché un. Le gars, il fait un sidewalk slam, il fait un pin, puis c'est à cette vitesse-là. Tu fais, hey, j'ai vraiment eu l'impression qu'il gagnerait avec ça. Ouais, exact. Ah, sacrément. Je sais. Oh, regarde, je suis en beau gars. Non, mais ça n'a pas d'allure. Je ne sais pas si vous voyez, cher auditeur, ce qu'on veut dire. Réécoutez un match de la E avec des arbitres slow pace. Là. Vous êtes vraiment dedans. Là? Ça vous excite. Là. 1, 2, après une clothesline. Tu y penses que ça va finir de même? Mais non, c'est plus rapide que ça, tu peux y croire. Là. Tu sais, je me souviens, il y a des matchs là, que. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui chialent qu'à la ROH, là, le monde, ça se kick out de leur set finisher. Mais c'est tout le temps des comptes rapides. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu capotes, tu fais fou. C'est sûr que si tu n'aimes pas ça, voir ça, ben écoute la E, tu vas triper, mais moi, j'aimerais vraiment ça voir des fast counts tout le temps. 1, 2, 3. Pas des screw counts, là, des fast counts. Ouais, c'est sûr que les. Tu sais, à Raw et à SmackDown, puis les émissions de télé, tu sais, ils développent les histoires. Fait que, tu sais, des fuck-up finish, c'est sûr que des screw jobs puis des fins botchées, il faut qu'il y en aille parce que c'est leur façon d'écrire les histoires. Puis leur but, c'est de vendre des pay-per-view, tu sais. Fait qu'ils veulent que tu payes pour voir le vrai match. Mais le vrai match, fais quelque chose avec ton vrai match. Ben oui, donne-nous. Selon moi. Tu sais, Big Show contre Sheamus, là, je sais pas si tu te rappelles, c'était-tu le premier match de la feud que c'était un no finish? Ah, le deuxième. Le deuxième? Ouais. C'est une DQ, genre une affaire avec un arbitre qui était pas clair. Hey, c'est pourri rare, là. Tu peux pas faire ça à du monde qui ont payé 60$ en HD pour voir le gars-là. Tu sais, eux autres, la seule raison pourquoi ils font ça, c'est qu'ils veulent pas faire perdre personne puis ils veulent avoir un autre match dans le pay-per-view d'après. Mais c'est pas mon problème à moi, là. J'ai pas payé pour ça. Là. C'est ça, exactement. Trouve une autre façon, soyez créatifs. Il y en a des façons, là. Il y en a plein de façons là, de réécrire la lutte, là. C'est juste qu'ils pensent pas. Souvent, ça va être la façon facile, easy way out, là. Ça, c'est ça qui est décevant, dans le fond. C'est ça qui on n'est pas tout seul là, à se plaindre de ça, c'est sûr et certain, là. On a le droit de rêver, dans le fond. On a le droit d'espérer mieux. Oui, espérer aussi qu'ils nous vendent les PPV de meilleure façon aussi. Vraiment, des fois, il y a des PPV, ils arrivent, puis tu fais, on sait aucun des matchs, c'est tout croche. Le Survivor Series, c'était-tu vendu en broche à foin, ça, tu penses? Ça, puis le LNSL, là, c'est les deux ventes de PPV bordéliques que j'ai vues de ma vie. Là. C'est genre, on a 3 semaines pour vendre le PPV. La première semaine, on vous instaure que c'est Team Punk contre Team Foley. La semaine d'après, c'est plus ça. L'autre semaine, c'est le PPV. C'est ça. C'est bravo le booking. Hein? C'était un peu n'importe quoi. Je sais qu'en récemment, ils ont changé d'équipe créative. Fait que il y a peut-être un lien aussi le fait qu'il y a des blessures puis tout. Là, je comprends qu'il y a bien des affaires qui jouent, mais nous autres, on est prêts à payer pour les gars-là. Ouais. Fait que vous n'avez pas grand-chose à faire pour nous avoir dans votre petite poche, là, parce que il arrive le Shield dans un gala et on capote. Oui, exactement. C'est ce que je crois aussi. Vendre mieux les PPV. Puis comment je voulais. Les Raw de 3 heures, t'aimes ça? Moi, au début, là, je défendais ça au bout. Je disais, enfin, on va pouvoir avoir des gars comme Tyson Kidd en action. Puis il va avoir. Ils s'en servent pas bien. C'est du recap ou de la pub. Ou c'est mal servi. Ça serait bien booké, ça serait écœurant, les Raw de 3 heures. Mais ça fait quand même des semaines de 5 heures de lutte. 3 à Raw, 2 à SmackDown. Puis là, c'est sans compter si tu écoutes les Superstars, puis Main Event, puis Saturday Slam, puis whatever. Là. C'est ça, il y en a un petit peu trop. Il faudrait diluer ça un peu. Ben, pas diluer, mais les Raw de 2 heures, là, 3 heures, c'est correct si tu mets des nouveaux gars là-dedans. Mais ce qui est fou, c'est que tu l'as dit, il y a bien des heures de lutte. Fait qu'on s'attendrait à justement voir des gars différents, mais c'est pas le cas. Non, exactement. Je sais pas si ça va durer longtemps encore. On verra comment ils bookent ça. Le monde va peut-être se tanner. Là, je sais pas. Moi, nous, on l'écoute le 3 heures au complet. Puis des fois, rendu à la 2e heure, là, on est comme je pensais que c'était le main event qui s'en venait. Non, on a un Great Khali contre David Otunga là, dans 2 minutes.
aussi le. Où ça? Quand tu écoutes un Raw, puis tu reviens de la pub, puis il y a 2 lutteurs qui sont déjà dans le ring, là, ça sert à quoi? C'est un fill-in, je comprends. Mais j'ai pas à payer pour ça. Mettez-moi donc 2 lutteurs qui luttent bien pour exciter la foule. Ouais, c'est que des fois, ils passent à côté de leur. Ils passent à côté d'une bonne opportunité de faire connaître du monde. Parce que pour faire aimer le monde à la WWE, là, la meilleure façon, c'est avec l'entrée des gars. Puis tu sais, ça fait de l'exposure, on se le cachera pas. Fait que si toi, ta seule façon de booker ta division féminine ou de booker des mid-cards, c'est de les avoir dans le ring quand tu reviens de la pause, on les connaît pas plus, puis le match va durer 2 minutes 15, ben, tout le monde se regarde, tout le monde se dit, c'était pourquoi ça? On les connaît pas, là. Fait que ça sert à rien faire ça, je trouve, en tout cas. Moi, ça fait juste me mettre en maudit de voir Wade Barrett perdre en 2 minutes contre R-Truth, mettons, juste pour supposément développer une histoire, mais ça développe pas grand-chose. Ça rend ça illogique un peu. Comment t'expliques que le gars a perdu en 2 minutes? Comment t'es supposé de convaincre qu'il va en toffer 20 au pay-per-view? Il s'est plus entraîné. Il a fait un entraînement à la Rocky dans la semaine. il a lu des livres, il a regardé des tapes. Il y a des fois, il y a des affaires qui ne se tiennent pas. Puis, je sais que la lutte, c'est con, là, mais en même temps, il faut que tu aies un minimum de logique dans cet univers-là, je trouve. Sinon, si tu te décroches bien raide. Là. C'est ce que. Puis, y a-tu quelque chose d'autre que tu verras en 2013? Non, non. Je nous souhaite une bonne année de lutte. Je souhaite d'encore suivre ça parce que récemment, c'était tough. C'était tough côté de la WWE. Moi, je me suis dit, hey, si j'ai X heures par semaine de lutte à suivre, je vais écouter la ROH en premier. C'est plate à dire, mais la TNA, le produit était meilleur dans les derniers mois. Puis la WWE arrivait bon dernier. Là. Puis je me dis, regarde, si j'ai quelque chose à décrocher, là, c'est la E en premier. T'sais. Je trouve ça plate parce que je vais toujours être un fan. Dans mon cœur, c'est la WWE, la plus grande fête de lutte. C'est le meilleur produit. Ça devrait être le meilleur produit. Puis quand ça ne l'est pas, c'est fâchant. Genre. Puis, mais on lâche pas, on est là. On fait un podcast pour se motiver, pour peut-être en discuter avec d'autres gens aussi. Je ne sais pas si tu peux donner nos infos. Oui, exactement. Pour les auditeurs qui aimeraient discuter de lutte avec nous autres, on est sur Twitter. Pour moi, Marc-André Drouin, c'est @MA Drouin en un mot. Et pour Mathieu Chevalier, c'est @M__Chevalier. Et vous pouvez nous rejoindre aussi à notre courriel qui est vous êtes dans lutte gmail.com. Je vous l'appelle vous.êtes.dans.lutte@gmail.com. Vous pouvez nous donner vos commentaires. On apprécie bien gros ça de jaser avec les fans de lutte. Je crois que c'est un épisode qui fait une révision de l'année 2012 et de nos souhaits pour 2013. La façon que je ne sais pas comment on va procéder pour les autres podcasts, on va-tu parler juste de Raw, de SmackDown? C'est sûr qu'on va être là à chaque fois avant un PPV et après un PPV. Avant un PPV pour les prévisions, hein, Matt? Je crois. Ouais, oui, c'est sûr. Et après PPV pour en discuter, pour disséquer ce qu'on a vu. Mais pour les émissions hebdomadaires, on ne vous garantit rien. On ne sait pas comment on va fonctionner pour l'instant. Vous allez dire, c'est bien bizarre. C'est juste parce qu'on ne veut pas vous tanner, on ne veut pas se tanner, nous non plus, de parler de lutte. On habite, moi et Mathieu, dans le même grand 4,5. Fait que des fois, on se parle de lutte, puis on vient de gaspiller un moment d'en parler dans le podcast. On ne veut pas se spoiler trop. Fait que vous allez avoir quand même des shows régulièrement, je crois. Mais on ne peut pas garantir que ça va être à tous les après Raw et tous les SmackDown. On va se garder une petite gêne là-dessus. Hein. Puis on risque aussi d'inviter des comparses, des amis ou pour en discuter de lutte. Le but, c'est dans le fond de faire une petite communauté puis d'avoir du fun ensemble. Oui, exactement. C'est de parler de lutte, de séquer la lutte ensemble. Moi, de mon côté, Marc-André Drouin, je vous souhaite une joyeuse année 2013 parce que je ne crois pas qu'on va se reparler avant 2013. Et joyeuse année à toi, Mathieu, aussi. Oui, toi aussi. Excuse-moi, je m'étais endormi. C'était un peu long comme podcast. Je me disais, ça va sûrement finir bientôt. Oui, puis pour se gâter, on s'en va dans le Kentucky, là, je crois. Oui, on va se commander du Kentucky à l'honneur d'Owen Hart. Puis on lui souhaite de rentrer dans le Hall of Fame de la WWE un jour, Owen.
pas juste lui, Macho Man aussi dans le Hall of Fame le plus rapidement possible. Ouais. Et sur ça, mesdames et messieurs, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.